Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de femmes, un rendez-vous avec l'actualité féminine. Au sommaire ce soir, deux grands titres, révélation choc, l'affaire Honorine Porsche fait trembler Kinshasa. Nous faisons le point sur les accusations de viol portées par l'accusé devant le tribunal et les silences troublants des organisateurs des organisations de défense des droits de la femme. Hommage de la nation, la République et le journal de femmes saluent la mémoire de Madame Elombe. Nous revenons sur la vie et l'héritage d'une femme qui a marqué son temps. Restez avec nous, votre journal de femmes commence dans un instant. Bonsoir. Entre colère populaire et espoir des renouveaux, la Tanzanie traverse une période charnière au cœur de la tempête. Samia Suluhu Hassan, première femme présidente du pays, incarne une figure paradoxale, symbole de stabilité pour certains, responsable d'un système oppressif pour les autres, alors que la rue grande et que l'unité nationale vacille plutôt. Elle tente de réconcilier une nation divisée en misant sur le dialogue et la résilience. Suivez. Le 29 octobre 2025, la Tanzanie s'est réveillée sous haute tension. Dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la répression de voix dissidentes et réclamer davantage la liberté politique. Malgré la coupure d'Internet imposée par les autorités, les images de heurts violents ont circulé à travers le pays, faisant, selon plusieurs sources indépendantes, plusieurs morts et de nombreux blessés. Face à cette vague de contestations, la présidente Samia Hassan a été au centre des vives critiques, accusée par l'opposition et certaines ONG de vouloir étouffer toute forme de contestation. Cependant, malgré ces accusations et un climat social tendu, elle a finalement prêté serment ce lundi 3 novembre 2025 pour un nouveau mandat présidentiel. Lors de son discours d'investiture, la chef de l'État a appelé à l'unité nationale, à la solidarité entre les Tanzaniens. Elle a promis de poursuivre des réformes économiques entamées et d'œuvrer pour les dialogues politiques. Nous devons avancer ensemble malgré nos différences pour bâtir une Tanzanie plus forte et plus juste, a-t-elle déclaré devant les représentants du gouvernement et les corps diplomatiques. Mais sur terrain, la méfiance demeure. Plusieurs organisations de la société civile exigent une enquête indépendante sur les violences de derniers jours, tandis que l'opposition continue de dénoncer un recul des libertés fondamentales. Le pays reste donc suspendu entre espoir et incertitude, alors que la présidente tente de rallier la nation autour de son nouveau mandat. Alors qui est exactement Samia Suluhu Hassan, cette femme qui a bouleversé l'histoire politique de la Tanzanie en devenant sa première présidente. Derrière son allure discrète se cache une stratège patiente formée dans l'ombre des hommes de pouvoir qui a su imposer sa voix avec calme et conviction dans un univers politique exigeant. Suivez. Fille d'un instituteur et d'une mère au foyer, Samia Hassan a tracé un chemin hors du commun. Née en 1960 à Zanzibar et s'est imposée comme une figure majeure du leadership féminin africain. Diplômée d'un master en développement économique communautaire aux États-Unis, elle débute dans l'administration publique de son archipel natal avant de collaborer avec des programmes alimentaires mondiaux et de diriger une fédération d'ONG locales. Sa carrière politique démarre en 2000 lorsqu'elle est nommée députée par les Chama Pinduzi, le parti au pouvoir. Compétente et posée, elle gravit les échelons jusqu'à devenir ministre des Affaires de l'Union en 2014. Puis vice-présidente un an plus tard aux côtés de John Magufuli. À la mort soudain de ces derniers en mars 2021, Samia Hassan accède à la présidence, une première dans l'histoire de la Tanzanie, portée par sa doctrine des 4 R, réconciliation, résilience, réforme et reconstruction. Elle prône les dialogues et la cohésion nationale. Si son style conciliant contraste avec l'autoritarisme de son prédécesseur, les observateurs
note que les grandes réformes démocratiques se font encore attendre. Discrète, mais déterminée, Samia Hassan incarne une nouvelle génération de dirigeantes africaines conscientes des réalités, patientes dans leur avancée, mais résolument engagées à ouvrir la voie aux femmes dans les plus hautes sphères du pouvoir. Tout à fait autre chose. Le 1er novembre dernier a marqué une étape décisive pour l'avenir de la jeunesse congolaise. La première dame de la République et initiatrice du programme Excellencia, Denise Nyakiro, a effectué une visite à la Germain University in Cœur. Résultat, un partenariat d'exception a été scellé 10 jours. 10 jeunes Congolais méritants issus du programme Excellencia vont bénéficier de bourses d'études intégrales d'une valeur d'un demi-million de dollars, un geste de générosité qui symbolise une parcelle d'espoir et une ferme volonté d'investir dans les talents du continent. Dans notre rubrique Ce que les femmes ignorent, symbole d'identité et de fierté, le pagne africain rencontre bien plus qu'une histoire de mode, née des traditions textiles ancestrales et réinventée au fil de générations. Il est devenu un langage à part entière, celui des femmes, de leur lutte, de leur joie et de leur élégance. Derrière chaque motif, une mémoire, une émotion, une affirmation de soi. Le pagne est bien plus qu'un simple tissu, il est chargé d'une histoire. Il est représenté comme étant un monument culturel en Afrique. Nous remarquons en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, que cet habit s'impose comme la tenue vestimentaire et que touche toutes les générations, surtout auprès de femmes et toutes les couches sociales. Allant de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Hortense Ngoma, en passant par les épouses des anciens chefs d'État que notre pays a connus jusqu'à l'actuelle première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, que toutes sont vêtues de pagne, une manière de marquer l'identité de la femme africaine et surtout congolaise. Ces styles s'imposent également dans l'administration où de femmes ministres, députés et chefs d'entreprise, chefs de bureau se distinguent par le port de ces tissus mythiques. Cette tenue est aussi exigée dans certains établissements professionnels, scolaires. Des enseignantes sont aussi vêtues de pagne dans certaines universités en République démocratique du Congo. Tout le lundi de la semaine, le port du pagne est devenu obligatoire et exigé comme tenue de la ville. Le pagne scelle le mariage coutumier où le gendre offre à la mère de son épouse un certain nombre de pagnes qui est symbole d'honneur envers la belle-mère mais aussi toute la famille, un véritable symbole d'honneur pour la jeune mariée de son origine. Cela monte au milieu des années 1800 lorsqu'une société néerlandaise appelée actuellement Wilsco commercialise ces tissus dans les villes côtières d'Afrique de l'Ouest. Au XIXe siècle, grâce s'est répandu à travers l'Afrique et a fait ses débuts en République démocratique du Congo. Souvent nommé wax hollandais, un nom qu'on donne aujourd'hui à tous les types de pagnes appartenant à Visco, tout pagne ayant une ressemblance sur l'impression de ces tissus. Ces tissus majestueux qui mettaient la femme à un certain niveau est aujourd'hui utilisé pour le vêtement qui n'honore pas la femme. Le principe de la décence perd son poids en République démocratique du Congo. L'émotion était palpable et les regards troublés lors de l'audience. Honorine Porsche, initialement jugée pour le braquage de la banque Robank à la place Victoire, a livré un témoignage glaçant. Elle confirme avoir été victime de viol lors de son arrestation le 16 octobre 2025, jour présumé de son braquage. Ses souvenirs d'actes d'atrocité, révélés en pleurs, projettent une lumière crue sur les conditions de son interpellation. La question fondamentale se pose: méritait-elle ce châtiment pour répondre de ses actes présumés? Une réponse que seul le verdict de ce procès pourra apporter. Mais au-delà de l'affaire principale, un procès dont le procès soulève des sérieuses questions institutionnelles. Le silence assourdissant des femmes leaders
et des organisations qui se posent en défenseurs des droits de la femme et pointent du doigt l'absence d'accompagnement de la victime présumée choc, créant un sentiment d'abandon. Cela que l'ordre doit être rétabli au sein même des sphères censées protéger la population. Ces accusations exigent des sanctions exemplaires et disciplinaires si elles sont prouvées pour garantir l'intégrité de ceux qui ont la charge de l'application de la loi. Rappelons que si le braquage de la Robank est l'objet des poursuites, l'accusée, Honorine Porche, demande l'intention de vol, insistant qu'elle cherchait seulement un gain pour la nourriture de ses enfants. L'affaire Honorine Porche, un dossier complexe où la justice devra faire la lumière sur le crime initial, mais aussi sur les graves dérives qui l'auraient suivi. Procès à suivre. Le journal de femmes rend hommage à Madame Elombe, une femme dont la grâce, la sagesse et la générosité ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Figure respectée, mentor de plusieurs femmes, elle a consacré sa vie à l'éducation, à la solidarité et à la défense de la dignité féminine. Son sourire bienveillant et sa force tranquille resteront gravés dans le mémoire. Elle a laissé derrière elle un héritage de courage, d'amour et du travail bien fait et de la foi en l'avenir. Selon le programme des obsèques rendu public ce 5 novembre 2025, une veillée mortuaire aura lieu ce vendredi 7 novembre à partir de 18h30 à l'espace Ave Maria. Ces lieux accueillera proches, collègues, élèves et figures du monde éducatif pour un dernier hommage empreint de respect et d'émotion. Le samedi 8 novembre, la levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivie d'une exposition toujours à la salle Ave Maria, l'animation prévue à Nécropole après une cérémonie d'hommage qui débutera à 9h. Un bain de consolation aura lieu à l'espace Ave Maria sur l'avenue de la Libération. Nous revenons sur ce qu'a été le parcours et la vie de cette femme inspirante. Suivez. Elle n'était pas reine, mais reine d'une classe où la craie sur les tableaux marquait les temps qui passent. Madame Elombe, institutrice d'âme et des cœurs, portait la vocation comme une douce lueur. Dans ses murs d'école, point de savoir aride, mais l'art d'instruire avec une approche limpide. Elle avait inventé sa propre alchimie, mêlant l'alphabet au geste de l'ami. Les chiffres, les leçons, les doutes des petits étaient effacés par le regard qui sentit quel enfant, avant tout, avait besoin d'amour pour que l'esprit s'ouvre et brille chaque jour. Elle fut la main tendre, les sourires maternels qui élevaient la voix mais offraient le miel. Sa méthode active, son précieux don a sculpté des espoirs sans crainte ni rassant. Chaque élève qu'elle a vu grandir, fleurir, est aujourd'hui une flamme qu'elle a su nourrir. Aujourd'hui, elle nous quitte, mais son enseignement résonne dans chaque enfant comme un sacrement. Elle a sémé l'éveil, l'affection, la confiance, un héritage d'or plus fort que l'absence. Et c'est par ces témoignages de la vie et de l'héritage de Madame Elombe que nous bouclons cette édition du journal de femmes. Au revoir et à très vite.